Ça marche. D'abord, merci beaucoup d'être là tous les deux. On est ravis de vous accueillir pour cette table ronde. Je vais vous présenter juste en un mot, peut-être avec l'intitulé que vous m'aviez donné pour notre programme, et puis je vais vous laisser vous présenter plus en détail. Vous l'avez vu, on a défini en septembre notre raison d'être, qui est écrit dans le programme, que je n'ai pas apprise par cœur, mais voilà. Faire reconnaître le métier de plume en proposant un espace d'ouverture, d'entraide et d'inspiration autour de l'amour des mots pour créer du commun. Et donc, on a eu envie, autour de ces tables rondes, d'interroger cette notion de commun et des mots et du langage en commun. Je crois que les mots, finalement, c'est ce qu'on a de plus commun. On les a en partage, mais ils sont aussi en jeu de pouvoir, de clivage. Et donc, on a eu envie de se demander comment les mots peuvent contribuer à créer le monde que nous avons en commun. Et si tel est le cas, ça leur donne à la fois, je pense, de grandes responsabilités, mais peut-être qu'il y a aussi certaines limites dont on va pouvoir discuter ensemble. Vous avez tous les deux les mots comme outil de travail, comme matrice commune, finalement, même si vous exercez des fonctions différentes, on va y venir. Et donc voilà, au travers de ces tables rondes, on va vraiment s'attacher à ouvrir le débat, peut-être pas sous l'angle des valeurs, sous l'angle du bon monde qu'il faudrait dessiner, mais vraiment à travers la question du commun. Comment est-ce qu'on crée les conditions et la possibilité du dialogue. Jérémy Suissa, directeur général de notre affaire à tous, je vais peut-être te laisser te présenter. Merci. Bonjour à toutes et tous. Si je parle pas assez fort, faites-moi des grands signes, je comprendrai que c'est pas que vous me dites bonjour, c'est qu'il faut que je parle plus fort. Voilà. Merci. Très rapidement et pas longuement. Je suis délégué général de notre affaire à tous, qui est une ONG de juristes notamment, dédiée aux questions climatiques. Plus bas. Okay. Dédié notamment aux questions de justice climatique et de justice sociale. Et auparavant, j'ai été pendant 10 ans collaborateur et directeur de cabinet, notamment d'élus à la mairie de Paris, d'élus femmes en l'occurrence. Voilà, peut-être je développerai un petit peu plus tard. Peut-être vous dire tout de suite que moi, je me considère pas comme plume. Voilà, j'ai toute l'humilité par rapport à ça. En revanche, je suis quelqu'un qui utilise les mots dans son quotidien professionnel depuis 15 ans. Et donc, je pense que c'est un sujet important de partager effectivement sur ce que ça charrie d'utiliser des mots, la manière dont on les utilise à l'oral, à l'écrit, quels mots et qu'est-ce qu'on cherche à faire avec. Et c'est souvent des questions qu'on ne se pose pas. Donc, c'est important que vous soyez là aussi pour les poser. Et ouais, Solène Thomas qui est plume pour dirigeant, mais je vais te laisser te présenter. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Anne et Ingrid, je suis ravie d'être parmi vous. Voilà, donc je suis Solène Thomas, je suis plume ou rédactrice, voilà, ça dépend de ça. Bon, je suis les deux. Effectivement, les mots sont toujours cette interrogation sur les mots, le langage, etc. et au cœur de mes préoccupations depuis pas mal d'années, puisque j'ai fait tout le parcours. En fait, j'ai coché toutes les cases pour être enseignante chercheuse en littérature, voilà, jusqu'à la thèse de doctorat. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Donc après tout ça, j'ai enseigné quelques années, puis j'ai décidé de revenir à mes premières amours, et c'était l'écriture. Donc voilà, aujourd'hui je suis plume. J'écris pour des dirigeants, des dirigeantes, et j'écris alors à la fois des formats très courts comme des posts LinkedIn, et puis des formats beaucoup plus longs comme des livres par exemple, et puis entre les deux des tribunes, des discours et toutes sortes d'autres formats. Voilà. Super. Je voudrais juste vous dire un mot sur la personne qui devait être présente et qui n'a pas pu venir, qui est Marion Ducasse, qui travaille pour une association qui s'appelle Aikitaz. Et je crois que le nom avec le A et le Z du début est important. Juste en deux mots, leur travail, c'est de vraiment faire dialoguer les décideurs et les personnes en marge de la société, et de finalement créer des ponts entre des mondes qui ont justement pas toujours les mots en commun. Voilà, elle est loin, elle est à Chambéry, et à cause de la grève, c'était pas possible pour elle de venir, mais elle s'excuse vraiment, et elle aurait été heureuse d'être parmi nous. Mais ça va pas nous empêcher d'avoir des discussions stimulantes avec nos deux intervenants. On l'a évoqué du coup en introduction. Les mots, à la fois, ça semble évident, c'est ce qui nous réunit, c'est ce qu'on a en partage et ce qui crée du commun. En même temps, ça peut aussi être très marqué.
les mots sont aussi en jeu de pouvoir, de démarcation. Et je me demandais finalement comment vous percevez cet enjeu dans votre quotidien professionnel. Je crois que quand ils sont... Enfin, oui, c'est clairement un enjeu de pouvoir. L'enjeu qu'il y a derrière les mots, c'est l'enjeu de la connaissance et c'est l'enjeu de la manipulation aussi. De la manipulation ou de l'influence, en fait, plus largement. Mais c'est comment on arrive à passer un message, comment on est capable de choisir le message qu'on passe, à qui on le passe, et le passer efficacement. Et en fait, ces mots-là, ils peuvent être très violents, très excluants. Et alors, il y a parfois des moments où ils sont utilisés avec cette vocation-là. Et il y a d'autres moments où ils sont utilisés sans s'en rendre compte, sans maîtriser l'effet qu'ils peuvent avoir, effet d'exclusion notamment. Et donc, nous, on y travaille beaucoup. Enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'y veiller beaucoup pour deux raisons. La première, c'est que je travaille avec des juristes, donc qui sont des experts d'une matière assez technique. C'est assez comparable avec des ingénieurs, par exemple. Et donc, c'est des gens qui ont un souci de la précision et de l'exactitude et de la rigueur intellectuelle. Et en fait, c'est autant de choses qui sont à peu près impossibles à faire passer à l'oral si on a envie d'être efficace, a fortiori dans le milieu médiatique tel qu'il est construit aujourd'hui. Et donc, tout l'enjeu pour nous, c'est de réussir à simplifier ces éléments-là. Pas juste pour le plaisir, mais pour deux raisons. D'abord, c'est que si on veut qu'ils soient entendus par le commun des mortels, et c'est notre objectif, bah, il faut qu'on parle la langue de tout le monde. Et par ailleurs, parce que nous, on a un enjeu de fond très important, c'est le croisement entre la justice climatique et la justice sociale. Parce que l'impact du changement climatique, qui est le combat principal qu'on mène, il est extrêmement différencié en fonction de votre appartenance sociale, que ce soit interne à la société française, aux sociétés occidentales au sens large, mais aussi dans les rapports nord-sud. Donc, si vous prenez les incendies de cet été, la France a connu des drames à ce niveau-là. C'est sans commune mesure avec ce qu'a connu le Pakistan, le Nigeria ou d'autres pays du Sud, qui sont pourtant des pays qui sont eux-mêmes les moins contributeurs par habitant au changement climatique. Je fais ce détour-là parce que, en fait, notre enjeu à nous, il est aussi de réussir à parler aux classes populaires, à parler aux ménages fragilisés, qui sont les premières victimes de l'inaction climatique, et qui pourtant ne sont pas forcément celles et ceux qui sont les plus connectés à ces enjeux-là, pour plein de raisons. La première étant, on ne pense pas à l'avenir quand déjà le quotidien n'est pas assuré. Et donc, ce dont on parle aujourd'hui en termes de changement climatique, pour l'essentiel, même s'il y a maintenant de plus en plus de conséquences qui sont dans notre quotidien, on est encore sur des choses qui vont advenir. Et donc, tout notre sujet, c'est aussi d'essayer de trouver les bons mots pour que cette évidence intellectuelle, qui est de dire les premières victimes d'un fait social et écologique en l'occurrence, doivent sûrement être les premières à se saisir de cet enjeu-là, mais en fait, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, comment on amène ce message-là? Et en réalité, les mots qu'on utilise en général, que ce soit des militants formés aux sciences humaines, aux sciences sociales, avec un vocabulaire dont on ne se rend pas compte qu'il est extrêmement complexe, et a fortiori, les juristes ne sont pas les premiers à produire un discours intelligible pour les catégories sociales qu'il est important aujourd'hui qu'on arrive à emmener dans cette prise de conscience. Et donc, tout le sujet, c'est de réussir à trouver les bons mots pour que ce message-là puisse passer. Peut-être je laisse un peu la parole. Complètement d'accord. Non, mais ça me parle beaucoup ce que tu as dit sur notamment le langage des militants, des juristes qui peuvent être parfois plus forts, qui peuvent être parfois très, en fait, on s'en rend pas compte, mais très excluants pour ceux qui ne font pas partie de ces cercles-là. Moi, d'un point de vue bien moins militant, mais on parle quand même de ça, on parle d'exclusion par le langage. J'ai remarqué que sur LinkedIn, qui est mon outil de travail principal quand même,
là aussi, en fait, les mots excluent, les gens se rendent absolument pas compte. Et moi, je m'en suis bien rendu compte en passant en fait du service public, on va dire de l'enseignement à, je vois des hochements de tête dans la salle, je ne suis pas la seule, je pense, au monde de l'entreprise privée, à quel point en fait c'est deux mondes complètement différents, deux langages complètement différents. Et au début, moi, littéralement, je ne comprenais rien. J'avais l'impression d'être dans un sketch des inconnus en permanence. C'était on va schedule la roadmap pour le quarter, et puis après on va voir les next steps. Et puis moi, je dis, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est quand même beaucoup d'anglicisme. Beaucoup de jargon professionnel, mais une fois de plus, chaque champ professionnel a sa façon de parler. Mais c'est vrai que là, en fait, ce qu'on ne soupçonne pas en fait à force d'utiliser ces mots tous les jours, c'est à quel point ça exclut tout un tas de personnes qui ne sont pas du tout dans cette réalité professionnelle. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas anglais, qui ne comprennent pas de quoi on parle quand on dit roadmap ou next steps ou autres mots très employés dans le privé. Et voilà, moi j'essaye d'y être attentive dans ma vie de tous les jours. J'essaye aussi, mais enfin bon, là c'est une autre question et peut-être on va sans doute en parler après. Ça dépend de à qui on s'adresse aussi. Forcément, si on s'adresse à une audience très ciblée qui est notre cible professionnelle sur un réseau social, on va pouvoir utiliser ces mots qui montrent justement un cercle professionnel, des connotations, des connivences. Et inversement, si on veut faire passer des messages au plus grand nombre, il va vraiment falloir faire cet effort de vulgarisation, d'accessibilité pour rendre la parole accessible à tous. Oui, tout à fait. Je te remercie pour cette transition parfaite, Solène. Je pense que c'est une question qu'on se pose régulièrement, bon nombre d'entre nous. Est-ce que finalement, on peut parler à tout le monde? Est-ce qu'il faut essayer de parler à tout le monde? J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Moi, je trouve ça compliqué. Si je peux rebondir tout de suite, en fait, est-ce qu'on peut parler à tout le monde? Oui, sans doute. Est-ce qu'il faut parler à tout le monde? Ça dépend de ce qu'on veut faire, en fait. Et là, je pense qu'on va avoir sans doute des réalités très différentes dans notre quotidien. Moi, j'écris surtout pour des dirigeants, des dirigeantes qui veulent s'adresser à une cible en particulier, cible au terme, au sens de marketing du terme, et là aussi le mot en lui-même est quand même pas neutre. Donc pour s'adresser à une cible en particulier, on va apprendre à la connaître, cette cible, à connaître la façon dont elle parle, dont elle pense, ses préoccupations, pour pouvoir justement se rapprocher au plus près de la façon dont elle parle. L'idée c'est qu'à la fin la cible se dise mais oui exactement, je me sens comprise, créer vraiment un cercle, et en fait le plus restreint mieux c'est, parce qu'en fait quand on parle à tout le monde aussi le risque c'est de ne toucher personne, alors que si on s'adresse à une personne en particulier en faisant vraiment écho à ses préoccupations et avec ses mots, là la personne va se sentir beaucoup plus impliquée. Donc je pense que en fait, on peut parler à tout le monde, mais tout dépend de ce qu'on veut faire. Et après, c'est encore autre chose dans le plaidoyer, quoi. Ouais, effectivement, on peut essayer de parler à tout le monde. Ça nécessite de simplifier beaucoup les messages. On y reviendra peut-être à un autre moment dans la matinée. Je crois qu'il y a quand même là-dedans une forme de mirage, globalement. Et je pense qu'il faut... alors moi, j'ai beaucoup écrit aussi pour des élus. Aujourd'hui, j'écris entre guillemets pour une cause, mais c'est à la fois... c'est avec le même objectif derrière ou la même pression, il faut qu'on embarque tout le monde, il faut convaincre tout le monde, etc. Et donc, vous prenez la plume et vous cherchez les mots qui vont emmener tout le monde. Et donc, forcément, on échoue. Parce qu'il y a sans doute quelques plumes dans l'histoire qu'on réussit à faire, mais du coup, en ce qui me concerne, j'en fais pas partie. Et donc, le sujet, c'est plutôt de réfléchir à qui on veut parler en priorité. Et parfois, ça peut être une cible un peu large, il peut y avoir plusieurs cibles, mais en fonction de ça, et c'est exactement ce que tu décrivais, du coup, une fois qu'on a identifié la cible et qu'on a fait aussi un petit peu le deuil des autres cibles auxquelles finalement on ne va pas forcément pouvoir parler en même temps, c'est là qu'on devient peut-être un petit peu plus performant dans le choix des mots et la tonalité des discours. Ou discours prononcés, évidemment. C'est un exercice qu'on fait rarement, finalement, et souvent, on va aller prononcer des mots qu'on estime universels, les plus pertinents sur le fond, etc. Bon, à la fin, c'est très excluant. Au final, il y a une autre dimension importante, c'est que
les mots ont aussi une portée légitimante vis-à-vis de la cible que vous voulez toucher. C'est-à-dire que si demain j'essaye de parler des enjeux écologiques avec devant un incubateur de start-up, j'ai intérêt à plutôt montrer assez rapidement que je sais parler de schedule, de roadmap et d'autres anglicismes. Et finalement, l'objectif de ça, c'est de dire, je vous comprends, je comprends vos contraintes, je comprends votre univers, et dans cet univers-là, le message que j'ai à vous délivrer, il existe, il peut exister, il est opérationnel, mais en utilisant, entre guillemets, vos mots, les mots des gens à qui vous voulez parler, vous leur montrez que vous êtes en capacité de projeter vos enjeux dans leur réalité. Et en fait, là, je prends l'exemple des start-upers, mais c'est pareil si demain, on fait un atelier avec des habitants de quartiers populaires pour travailler sur la facture énergétique. C'est pas l'activité de notre association, mais c'est ce que font plein d'associations. Et qu'on leur explique à quel point, je sais pas moi, la dynamique des émissions de gaz à effet de serre va entraîner mécaniquement un réchauffement climatique et un emballement, on n'arrivera à rien. Si en revanche, on arrive avec des mots simples, des mots du quotidien, et là, il faut faire attention à la manière dont on le présente, c'est-à-dire que l'idée n'est pas de considérer qu'on a en face de nous des gens qui ne sont pas capables de comprendre des mots compliqués. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'utiliser le référentiel linguistique qui renvoie à la réalité des gens qu'on a en face de nous. Et ça, en fait, c'est pas si simple. C'est pas si simple, notamment parce que ça, c'est aussi un autre élément, mais peut-être qu'on abordera ce matin. On a souvent la tentation ou la tendance à parler pour soi, et je dis pour soi au sens large, c'est-à-dire prononcer les mots qu'on a envie de prononcer, et les mots qu'on a envie d'entendre. Et le soi est au sens large, c'est-à-dire pour soi, pour quand vous faites des discours politiques, les militants ou votre famille politique, ou en ce qui concerne les associations également, les militants de la cause en question. Or, d'une manière très simpliste, c'est les derniers à qui vous devez parler. En fait, ils sont déjà convaincus, ils sont déjà là, ils ont déjà compris le message. Et donc, le sujet, c'est comment ne pas parler aux militants, quelque part, et comment réussir à parler aux gens qui, jusqu'à présent, n'entendaient pas ce message-là. Oui, je te remercie. Et d'ailleurs, quand on a discuté, je trouvais le terme intéressant aussi par rapport à la thématique de la table ronde. Tu me disais, bah oui, dans le milieu militant, on parle de commun, mais ça ne parle pas à la plupart des gens. Ouais. Après, je te laisserai la parole, hein, parce que du coup, je ne veux pas monopoliser du tout le micro. Mais le terme commun, qui est celui un peu sous lequel on se place aujourd'hui, il est hyper symptomatique de ce qu'on est en train de se dire là. Faites un sondage dans la rue, demandez aux gens ce que sont les communs. Je pense que vous aurez autant de gens qui répondront bien que de gens qui vous diront c'est sûrement les toilettes ou les salles de bain ou les lieux communs, parce qu'à une certaine époque, ça avait plutôt ce sens-là. Et puis au milieu de tout ça, vous aurez 90% des gens qui vous diront je ne vois pas trop de quoi on parle. Or, finalement, les communs, c'est vraiment l'incarnation de l'intérêt collectif, de ce qui doit normalement concerner tout le monde. Et aujourd'hui, on en parle à travers un mot qui est hyper excluant. Et après, la question qu'on doit se poser, c'est aussi, est-ce qu'on doit l'abandonner ou est-ce qu'il est suffisamment beau pour qu'on s'en fasse tous, entre guillemets, les avocats, et qu'on essaye de le rendre intelligible pour tout le monde, ce qui est une autre une conquête beaucoup plus ambitieuse, mais qui peut valoir le coup. Et en l'occurrence, là, je peux parler par exemple de Marie Toussaint, qui est la cofondatrice de Notre Affaire à tous, et qui est aujourd'hui députée européenne, et qui parle beaucoup des communs, et qui par ailleurs est quelqu'un qui essaye énormément de parler aux classes populaires. Et donc, clairement, c'est quelqu'un qui aujourd'hui fait le choix de maintenir cette référence au commun en essayant de l'amener à des endroits où aujourd'hui, cette notion ne peut pas exister linguistiquement. C'est très ambitieux.
Quand on parle de commun, j'aimerais bien aussi t'adresser une question, Solène. C'est vrai que vouloir créer du commun à travers les mots, c'est aussi faire en sorte que chacune et chacun se reconnaisse dans ces mots, dans le langage. Et ça me fait penser à un sujet qui parfois entraîne des levées de boucliers, qui est l'écriture inclusive. Toi, comment tu abordes ces questions avec tes clients dans ton quotidien? Mes clients et mes clientes. Et tes clients, pardon. C'est intéressant. Puis je sais qu'il y a Raphaël Haddad qui va venir tout à l'heure parler de ces sujets. Moi, j'essaye d'être vraiment attentive à m'adresser à toutes et à tous. Alors, mais c'est vrai que parfois, en fait, c'est un peu, ça demande toute une gymnastique et j'essaye d'y être attentive aussi avec les personnes avec lesquelles je travaille. Mais c'est vrai que c'est un sujet très clivant, comme tu l'as dit, et que parfois il suffit de prononcer le mot de écriture inclusive pour que le poil se hérisse et que les gens sortent de leur gond. Bon, moi j'ai un usage qui est le mien, mais c'est vrai que j'essaye toujours de sensibiliser un peu à cette question, mais c'est pas évident. Ça dépend beaucoup de la typologie de personne à laquelle on parle. Moi j'ai des clients par exemple dont la cible, enfin la clientèle est constituée à 80% de femmes, et pourtant qui disent qui veulent dans leur communication on parle au masculin, et bon voilà, enfin après moi je fais ce qu'ils veulent mais j'essaye de leur dire quand même, c'est étonnant, pourquoi dans ce cas pas mettre tout au féminin, ou alors les deux. Mais bon, ça c'est pas évident. Le point médian, la question du point médian, mais je pense que vous en parlerez plus longuement avec Raphaël cet après-midi. Donc le point médian, c'est le petit point pour dire par exemple étudiant.es, donc étudiant, étudiante, à l'oral on ne sait jamais comment le prononcer. Et c'est vrai que c'est des questions très intéressantes parce que moi, à la fois, je trouve ça important d'avoir une écriture qui s'adresse à toutes et à tous. On sait, et d'ailleurs, il y a un ouvrage passionnant sur le sujet qui s'appelle Le cerveau pense-t-il au masculin. On sait que quand on lit, par exemple, je sais pas moi, les usagers de la SNCF, et bah, tout de suite, on se représente un groupe d'hommes, en fait. Le cerveau fonctionne comme ça, c'est normal, c'est naturel. Donc, en fait, à force de parler tout le temps au masculin, on pense au masculin, ou peut-être est-ce l'inverse, je ne sais pas, je ne suis pas neurologue, mais en tout cas, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc à la fois, je trouve ça important d'avoir une meilleure représentation de la part féminine de l'humanité dans le langage, et en même temps, là encore, c'est quelque chose qui peut être très excluant. Alors quand on dit toutes et tous, ça passe, mais par contre, dès qu'il y a un point médian, c'est très compliqué pour les publics qui ne sont pas habitués à lire, pour les publics qui ont des difficultés, par exemple, type dyslexie. Donc, c'est là aussi, voilà, il faut faire un choix entre... on essaye de parler à tout le monde, mais c'est qui tout le monde? Est-ce qu'on fait un choix dans le genre? Est-ce qu'on fait un choix dans plus une histoire de classe sociale, plus une sensibilité aussi politique? Donc, en fait, on essaye de parler à tous, mais souvent, c'est plus clivant qu'autre chose. Donc là aussi... gros sujet, mais enfin, je pense que voilà, la réflexion sur ces sujets va se poursuivre dans les années à venir, et puis on verra ce que ça donne. J'ai adressé la question à Solène, mais Raphaël, si tu as envie de rebondir, tu es libre de le faire. Hein. Ouais, je veux bien en dire un mot parce que c'est vraiment un exercice type du discours politique et du discours militant. Quand j'ai commencé à écrire pour des élus, j'étais avec une élue socialiste, ancienne génération, et c'était il y a plus de 10 ans. C'était pas un sujet. Et quelques années après, j'ai travaillé pour une élue écologiste. Et là, j'ai dû faire ma mue parce que tous mes discours et tous mes écrits me revenaient avec modification d'écriture inclusive. Je me souviens, au début, pour être tout à fait franc, je l'ai fait pour faire plaisir à mon élu parce que c'était une demande, mais je trouvais pas forcément que c'était très utile et je trouvais que ça allait brouiller les discours, etc., ce qu'on se dit là. Et aujourd'hui, après 10 ans d'écriture inclusive, ça me paraît être évident. Et les mots qui aujourd'hui ne sont pas mis en inclusivité, je ne sais pas quelle formule on pourrait trouver, mais qui sont utilisés comme avant, c'est-à-dire en gros au masculin pour désigner des pluriels, voire des groupes féminins collectivement, ça me heurte à un niveau incroyable. J'ai eu beaucoup de collègues masculins et féminins qui étaient chefs de cabinet. Si je recevais, et ça arrivait, une carte de visite ou une signature d'une chef de cabinet écrit CHEF, je voyais que ça dans le mail. Alors que 5 à 6 ans avant,
c'était pour moi une lutte un peu vaine, etc. Bon, quand on lit un peu sur le sujet, tu fais référence à une étude, enfin, il y en a des dizaines aujourd'hui. Quand on sait finalement que il n'y a pas de neutralité orthographique en réalité. Et c'est toujours ça, les sujets de domination et les mécanismes de domination, c'est toujours de faire croire ou de construire un discours sur le fait que l'usage majoritaire et le bon usage est l'usage neutre et que c'est l'usage différencié qui serait un usage militant, dévié, dévoyé, etc. Or, et là pour le coup, n'étant ni plume ni expert orthographique, je m'en remets aux gens qui connaissent vraiment le sujet. Et aujourd'hui, ces gens-là, et là, puisque tu faisais aussi une référence, moi je vous invite à voir un spectacle qui s'appelle La faute de l'orthographe, qui est fait par des profs de français belges et qui est captivant parce qu'ils reviennent sur ce mythe de la neutralité orthographique. Et ils expliquent qu'en réalité, et en particulier pour le français, c'est précisément la mécanique de distinction sociale qui joue dans les registres de langue, à l'écrit notamment, et la complexité orthographique. Et une forme parfois d'esthétisme subjectif par définition. Et une fois qu'on sait ça, évidemment que la question de l'inclusivité, moi je suis assez, évidemment, par nature, je suis très attentif à inclure tout le monde, et donc y compris les dyslexiques, y compris les handicaps visuels, etc. Et donc, il faut y faire attention quand on écrit. Mais avec le débat sur l'écriture inclusive, j'ai l'impression que la dyslexie est devenue grande cause nationale et que tout le monde est absolument habité par la cause des dyslexiques. Donc, je pense qu'on rendrait plus service aux dyslexiques si les services de santé des établissements scolaires étaient renforcés sur la vigilance de la dyslexie, le traitement de la dyslexie, que si on empêchait à tout prix l'écriture inclusive d'avancer dans le langage courant. Mais est-ce que je peux encore rebondir? En fait, on va faire toute la matinée là-dessus. Non, c'est pas vrai. Mais non, mais c'est vrai que bon, les dyslexiques, c'est compliqué le point médian, mais même sans aller jusqu'aux dyslexiques, toutes les personnes qui sont peu habituées à lire au quotidien, c'est vraiment bloquant pour elles. Ça va prendre beaucoup plus de temps de lire un texte. En fait, ça coupe la lecture. Et moi, j'étais comme toi il y a 10 ans. Bon, je trouvais ça un peu ridicule. Je voyais pas trop l'intérêt. Je trouvais que ça coupait beaucoup, effectivement, la fluidité de la lecture, et maintenant je m'y suis complètement habituée. C'est aussi une histoire d'entraîner son cerveau. Mais bon, pour finir sur ce point, sur les mots masculins qui sont censés désigner un féminin, etc., j'aime beaucoup le terme plume parce que c'est un des très rares mots qui vient d'une métaphore et donc qui est un mot féminin mais qui désigne des hommes et des femmes. Et voilà, c'est pour ça que c'est un petit clin d'œil en plus à la guilde des plumes. Très bien. Donc, si vous aussi vous pensez que c'est pas un sujet secondaire, effectivement, on a un atelier dédié cet après-midi sur l'écriture inclusive avec Raphaël Haddad. Je crois que le but, l'horizon d'une plume, c'est aussi finalement de créer des passerelles entre la personne qui va prononcer des mots et l'audience, l'auditoire auquel ces mots sont destinés. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir les mots en commun quand on ne côtoie pas nécessairement les mêmes espaces? Du coup, là, je vous pose une question peut-être plutôt sur comment vous nourrissez votre plume, comment vous nourrissez votre travail au quotidien. Oui, alors là, je pense qu'on va avoir des réponses très, très différentes sur la question de comment nourrir sa plume, enfin comment faire résonner des mots qui ne sont pas les nôtres. Moi, ça me passionne. C'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup. Et en fait, ça passe par quand même une certaine proximité avec la personne pour laquelle on écrit. Je sais qu'ici, il y a des personnes qui écrivent pour des politiques ou des dirigeants, des dirigeantes ou d'autres personnes. Il faut quand même avoir un échange et notamment une interaction orale toujours avec cette personne. Une fois, on m'a demandé d'écrire un discours pour une haute fonctionnaire que j'avais jamais vue de ma vie. J'ai trouvé l'exercice hyper difficile. J'ai regardé des vidéos pour savoir comment elle parlait, quel était son phrasé, mais c'était un peu compliqué. Du coup, moi, pour ma part, pour les dirigeants et les dirigeantes pour lesquels j'écris, en fait, je travaille beaucoup sur la tonalité.
avec eux. Ça, j'aime beaucoup, puisque j'ai fait vous avez vu dans le petit descriptif, une thèse sur Verlaine qui portait sur vraiment la tonalité de Verlaine, la stylistique, sa façon d'écrire en prose comme en poésie. Et c'est, on va dire, des outils que j'utilise encore aujourd'hui parce qu'on parle donc en marketing, on parle de tone of voice. Donc, je travaille beaucoup sur cette tonalité des dirigeants, des dirigeantes qui va refléter l'image professionnelle qu'ils veulent dégager. Voilà, on travaille là-dessus. Et puis après, surtout, je leur demande par exemple, pour les posts LinkedIn, soit on s'appelle au téléphone, on s'appelle et puis on dialogue, et puis ça fait, on va dire, ça leur donne des idées de sujets. Soit sinon, pour certains ou certaines qui n'ont pas besoin d'être dans ce dialogue justement pour structurer leurs pensées, ils m'envoient des notes vocales sur WhatsApp et voilà, des notes de quelques minutes. Et à partir de ça, je rédige des posts qui sont vraiment, enfin j'espère, hein, mais vivants, qui reflètent bien leur spontanéité et qui s'adressent aussi aux personnes à qui ils veulent parler, puisque ce sont leurs mots et jamais les miens. Voilà. C'est extrêmement important si on veut répondre à l'objectif que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de définir sa cible et de réussir à la toucher. Ça nécessite une chose en amont, qui est celle de vider son approche morale de la typologie de langage qui n'est pas la sienne. Je m'explique. Il y a quelques années, il y avait eu une petite vidéo d'un start-upper qui avait buzzé parce que c'était une vidéo où il y avait un anglicisme tous les 3 mots et où des choses très évidentes en français étaient dites en anglais. Et en fait, ça avait beaucoup tourné, notamment dans les milieux hors start-up, comme étant l'incarnation de l'absurdité du monde de la start-up, etc. Et pendant assez longtemps, c'est la vision aussi que j'ai eue d'un certain nombre de langages qui n'étaient pas les miens et d'univers linguistiques qui n'étaient pas les miens. Et puis cette vidéo, moi, je l'avais partagée à l'époque à des groupes d'amis, et ceux qui étaient dans le monde des jeunes entreprises me disaient, je vois pas trop ce qu'il y a de drôle en fait. C'est précis, moi je vois tout à fait de quoi il parle, ça me parle. Et donc, soit vous avez votre vision morale et vous vous dites, non mais franchement, ils sont ridicules avec leur langage, soit c'est des dimensions que vous absorbez, et le jour où vous avez besoin de faire passer un message vis-à-vis de cette communauté-là, en ayant été à l'écoute, vous pouvez éventuellement trouver des moyens d'aller les toucher et d'aller leur parler. Et c'est vrai pour le langage des startups, comme pour le langage de la rue, comme pour le langage de la haute société, de la haute bourgeoisie, et ainsi de suite. Et c'est le fameux langage de crédibilité que vous avez parce qu'il y a je parle votre langue, donc on peut se parler. Ça, c'est obligatoire. Ça passe obligatoirement par l'écoute du langage de l'autre, l'analyse de son langage et la tentative de réutiliser ces mots avec vos messages. Mais ça, en fait, ça va au-delà du linguistique. Ça peut se décliner à l'envi sur les questions philosophiques et sociales. C'est dans quelle mesure je suis capable de comprendre. En fait, c'est toute la question du langage. Le langage n'est pas neutre. Il charrie votre vision du monde, votre quotidien, votre philosophie, vos valeurs. Et donc, quand vous entrez dans le langage, vous entrez dans tout ça. Et ça vous permet potentiellement d'être plus efficace dans votre manière d'écrire et de parler. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que les mots, ça peut créer du commun, ça peut aussi créer, on l'a vu, des clivages, en tout cas des démarcations, des lignes de démarcation fortes. Comment est-ce qu'on peut essayer d'apporter de la nuance avec les mots? Comment est-ce qu'on peut parvenir à finalement dépasser le clivage? Et est-ce que c'est toujours bien de vouloir faire comme ça? Solène, Oui. C'est une question compliquée. Alors, je vais encore parler de LinkedIn, qui est quand même mon outil de travail principal. Mais ça touche tous les réseaux sociaux en vérité. Enfin, on sait aujourd'hui que les algorithmes les algorithmes des réseaux sociaux favorisent les contenus clivants.
parce que c'est ce qui fait le plus réagir les gens et oui, je sais, je parle pas assez fort et du coup, mécaniquement, en fait, à force de voir de plus en plus de contenu clivant, on s'habitue aussi de plus en plus à ce contenu clivant et donc il est de plus en plus clivant, etc. Bon, c'est une sorte de cercle vicieux et effectivement, sur LinkedIn, toutes les personnes qui prodiguent des conseils pour publier sur le réseau vous diront il faut être clivant, et d'ailleurs ils diront certains, en fait c'est pas cliver, c'est se créer une communauté qui partage nos valeurs. Et quelque part c'est vrai, mais quelque part c'est aussi bon, c'est aussi clivant. Et on voit donc il y a quand même une injonction réelle à avoir des formulations très tranchées, parfois très manichéennes. Voilà, faut plus dire, il faut pas dire par exemple l'écologie est un combat nécessaire, mais il faut dire tous les propriétaires de SUV sont des gros connards. Et puis comme ça, vous allez avoir plein de réactions, plein de likes, et puis ça va générer un buzz. Et puis en fait, et c'est vraiment ça qui marche. Enfin, pour le coup, c'est vrai. Les propos plus nuancés sont moins souvent en tout cas moins favorisés moins partagés par l'algorithme des réseaux sociaux. Et c'est un peu compliqué. Donc, comment remettre de la nuance là-dedans? Moi, j'essaye vraiment déjà de ne pas partir là-dedans, de sensibiliser les personnes pour lesquelles j'écris aussi. On peut avoir des idées très tranchées et les exprimer de façon nuancée. Mais là encore, ça dépend du degré de à qui on s'adresse. Est-ce qu'on veut s'adresser au plus grand nombre? Est-ce qu'on veut s'adresser à une petite portion qui est déjà au courant de certaines choses? Et là, on peut être plus dans la nuance. Mais je pense en réalité que on est beaucoup quand même à aimer la nuance, à aimer une certaine profondeur aussi intellectuelle, qui fait que on peut rédiger, y compris sur les réseaux sociaux, de façon plus subtile. Et bon, ça passe évidemment par le choix des mots, par certaines tournures de phrases, et puis ça passe avant tout par une pensée qui est à la base nuancée, enfin tout simplement. Voilà. Ouais, voilà. Je te laisse rebondir sur cette question. Ouais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu soulignes. La question, c'est est-ce qu'on peut se passer du clivage? Si demain, notre affaire à tous publie une note de doctrine juridique, évidemment qu'on va être dans de la pensée complexe, dans de la pensée nuancée, intellectualisée, argumentée, longue, complexe. Si on veut faire passer un message au grand public, on a un terrain de jeu, entre guillemets, nécessaire, c'est celui de l'arène médiatique. Et là, la règle du jeu, elle est impitoyable. J'ai passé plusieurs années à pester et à m'entêter à ne pas tomber là-dedans. Et en fait, juste un moment, c'est vain. Aujourd'hui, c'est vain. Il y a des règles du jeu, malheureusement, qui fonctionnent comme ça. Je dis malheureusement parce qu'ici, on est, je pense, entre amoureux des mots et donc de la finesse, de la complexité, et que c'est absolument pas ça aujourd'hui qui marche en termes d'efficacité, sauf encore une fois, chez ces personnes extrêmement brillantes et hors du commun, qui arrivent à exprimer simplicité et précision et finesse et nuance tout en même temps. Mais aujourd'hui, il y a une forme de tyrannie de la punchline. On ne peut pas exprimer de la nuance en 240 caractères, c'est impossible. Enfin, c'est très compliqué. Ou alors, on peut le faire, on peut exprimer de la nuance, mais du coup, on n'a pas la punchline qui va bien. Et l'exemple que tu prenais sur l'écologie est un combat nécessaire, où tous les propriétaires de SUV doivent être brûlés sur la place publique. En fait, en réalité, c'est plus efficace d'utiliser cette formulation-là, qui va segmenter, qui va vous corneriser, entre guillemets, dans le débat, mais qui finalement va beaucoup plus marquer les esprits, y compris inconsciemment, des gens qui vont rejeter cette image-là, mais chez qui, du coup, l'image que ça charrie va faire son chemin. Et qui, peut-être, dans 5 ans, auraient acheté un SUV et ne l'achèteront pas, bien que vous ayant traité d'éco-terroristes ou autre. Et c'est très dur, quand on aime les mots et la nuance, de devoir fonctionner avec ça. Mais encore une fois, est-ce qu'on a une vision morale ou est-ce qu'on a une vision d'efficacité sur le sujet? Et c'est du coup d'essayer malgré tout, quand on est dans un espace qui le permet, de revenir à des éléments plus nuancés parce qu'on a un petit peu plus de temps, parce qu'on produit un écrit qui a vocation à durer. Voilà. Et après, le sujet, c'est comment aller dans cette simplification, dans cette
tyrannie de la punchline en ne perdant pas de vue le fond du message qu'on a envie de faire passer. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, moi, je serais incapable de dire il faut brûler les propriétaires de SUV. Et c'est pas ce que j'ai dit. Non, je sais bien. Mais moi, je suis en train de dire que je pense que ça peut être plus efficace qu'une fois que certains discours que je tiens sur le fond. Mais moi, je suis pas capable d'arriver à cette extrémité-là. Mais aussi parce que la valeur qu'on essaye de porter derrière, c'est une valeur collective de prenons tous conscience des enjeux et essayons ensemble de faire en sorte qu'on y réponde de manière à exclure le moins de gens possible. Donc, commencer par fragmenter la société et à désigner des coupables qu'il faut excommunier, c'est compliqué. Y a-t-il des propriétaires de SUV dans la salle? Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime bien ce que tu dis sur la tyrannie de la punchline. Et en même temps, c'est vrai qu'une bonne punchline, ça peut être vraiment quelque chose qui marque. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup en ce moment, c'est le livre d'Arthur Oboff. Je ne sais pas si vous connaissez Arthur Oboff, qui a lancé l'association Time for the Planet. Et il a écrit un livre qui s'appelle Pisser sous la douche ne suffira pas. Et j'ai imaginé le brainstorming entre éditeurs et auteurs sur est-ce qu'on va dire pisser, est-ce qu'on va dire faire pipi, est-ce qu'on va dire uriner sous la douche. Bon, et en fait, je trouve ce titre super bien. Il est super, il se retient bien. Et j'ai pas lu le livre, mais j'imagine que derrière, il y a quand même beaucoup de fond, beaucoup d'études, beaucoup de nuances. Du coup, une punchline, pourquoi pas, tant qu'il n'y a pas que ça derrière et tant que c'est pas non plus trop, effectivement, trop excluant et trop clivant pour les propriétaires de SUV. Mais oui, c'est super intéressant et justement, on le voit avec cet exemple de la punchline, les mots, ils sont aussi importants, ils sont aussi puissants par les images qu'ils charrient, par les espaces qu'ils vont parvenir à convoquer. Et donc, ça me fait penser à ce terme qui a été utilisé en introduction par l'ISCOM, le storytelling, qui est peut-être un peu galvaudé, qui est assez à la mode, mais finalement, quelle est la place pour justement la mise en récit dans votre travail, qui permet peut-être aussi de dépasser la punchline et de tisser des choses plus complexes? Moi, je dirais que c'est un peu pareil. Le storytelling, pour moi, c'est un peu comme la punchline. Un peu oui, mais trop non. Voilà. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est quelque chose de très à la mode. Tout le monde en parle. Et je pense que aussi beaucoup de gens en parlent un peu à tort et à travers, sans faire forcément de storytelling. Mais l'idée du storytelling, donc qui n'est jamais que le mot anglais pour narration. Hein. Mais effectivement, quand on dit narration, ça convoque pas les mêmes univers. C'est juste de l'idée que les récits sont beaucoup plus mémorables et beaucoup plus marquants et beaucoup plus impactants que si on fait je sais pas moi, des diapositives avec des chiffres et des schémas. Et effectivement, c'est vrai, on va retenir les histoires, on va retenir. Mais là, c'est pareil, hein, c'est comme les punchlines, ça peut être fait à bon escient ou à mauvais escient, ça peut être faire pleurer dans les chaumières, ou ça peut être au contraire l'histoire sympa qu'on va retenir et qui va permettre de faire passer un message et après de le diffuser parce qu'on va répéter cette histoire autour de nous. Mais aujourd'hui, tout le monde demande, notamment dans les dirigeants, les dirigeantes, hein, il faut raconter son histoire inspirante, montrer comment j'incarne la marque avec mon histoire qui est... bon voilà, parfois c'est très bien fait, parfois je trouve ça un peu... on n'est pas obligé non plus d'être toujours le centre de, je sais pas, le centre de sa marque et de ce qu'on vend. Mais en tout cas, ça pose des questions qui là, pour le coup, font se rejoindre nos enjeux de façon très claire, parce que c'est pareil dans tout ce qui est plaidoyer, politique, militantisme, l'histoire parfois de personnages complètement inventés. Hein. Enfin, parfois, les politiques sont là, oui, l'autre jour, j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit ça. Oui, bon, est-ce que c'était une vraie personne? On ne sait pas. Mais on en revient à ces enjeux d'émotion, d'image, et l'idée que l'émotion, en fait, on retient beaucoup plus ce qu'on aura ressenti que les chiffres, les faits, les pourcentages. Là-dessus, moi, je vais vous donner un vécu personnel. Donc, c'est de circonstance, mais quand j'étais étudiant, quand j'étais plus jeune, je lisais énormément d'essais. Essais politiques, essais scientifiques, mais j'étais dans une logique hyper rationnelle d'appréhension du monde. Et je me suis mis assez tardivement à lire des romans. Et je parle des romans comme je pourrais parler du cinéma. En fait, ça renvoie exactement à ce qu'on cherche quand on parle de storytelling, c'est-à-dire incarner les choses et les rendre palpables et aller sur le terrain des émotions. C'est ce que tu disais. Et en fait, j'avais une vision un peu méprisante du roman et
et des émotions finalement, en se disant, en fait, en l'occurrence à l'époque, je lisais moins sur le changement climatique, mais plus sur les rapports de classe, de domination, etc. Et de dire, en fait, ce monde-là, il s'appréhende au-delà des émotions, il s'appréhende avec des éléments très factuels, de marqueurs sociaux, etc. Et puis, je me suis mis à lire des romans et j'ai ressenti aussi ce que j'avais, moi, capté par la rationalité. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez pourquoi, à des moments, pour faire passer des messages, vous pouvez avoir le chiffre le plus impactant, le plus représentatif, le plus scandaleux, etc. Un bon film ou une bonne histoire peut faire passer ce message-là beaucoup plus efficacement. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter les chiffres. Ça ne veut pas dire qu'il faut raconter des histoires qui sont fallacieuses ou qui sont l'objectif en soi. C'est-à-dire que pour moi, l'écueil à éviter, c'est le storytelling qui a pour objectif de juste d'être un storytelling, mais plutôt d'incarner le message qu'on a envie de passer. Il y a une notion quand même de sincérité dans cette affaire. Mais vraiment, moi, c'est une mue aussi que j'ai dû faire, passer de cette forme de rationalité à l'émotion, et ça passe par le storytelling. Et en l'occurrence, sur les combats qu'on porte à notre affaire à tous, la notion de récit, comme dans les ONG en général, elle est permanente. C'est quelle transformation du monde on arrive à raconter aux gens. Parce qu'on peut expliquer à quel point le monde d'aujourd'hui est injuste, statistiquement, etc., à quel point le monde d'aujourd'hui va dans le mur. Et en fait, il faut aussi essayer de raconter à quoi pourrait ressembler un monde qui irait mieux. Et ça passe par la convocation d'images, et ça passe par un récit global, et pas juste dire on consomme trop de pétrole, il y a trop de gaz à effet de serre, ou la biodiversité est en train de s'effondrer. Du coup, Marion Ducasse, c'est pas là, mais je pense qu'elle nous aurait aussi parlé de comment ils ont recours à la poésie, finalement, pour dépasser certains clivages. Et ça me permet d'introduire un des ateliers qu'on aura cet après-midi avec Benoît Jox sur la poésie et la place de la poésie dans les discours. On avait vraiment aussi envie de laisser du temps aux échanges avec la salle, donc je vais peut-être juste poser une dernière petite question à Raphaël. Pardon, Jérémy. Excuse-moi, voilà. Et du coup, on s'est dit que les mots avaient effectivement un vrai pouvoir, mais aussi une responsabilité. Et c'est vrai que tu as parlé de l'urgence climatique et enfin, voilà, qui est aussi un des sujets sur lesquels vous travaillez. Comment toi tu vis cette responsabilité finalement à dire, à incarner une urgence aussi et avant tout à travers des mots? À la fois, c'est une responsabilité énorme, et en même temps, je reste tranquillement à la place qui est la mienne, c'est-à-dire que voilà, moi, je porte la parole d'une association, de quelques centaines de militants. Après, je peux aussi me dire que je porte la voix, et d'une certaine manière, c'est en partie vrai, des plus de 2 millions de signataires de la pétition de l'affaire du siècle, qui est l'affaire dans laquelle on a obtenu la condamnation de l'État pour inaction climatique. La pétition a été signée par presque 2,5 millions de personnes en France. Bon, j'essaie de ne pas prendre ça au quotidien sur mes épaules. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la responsabilité qu'on a, qui est en fait une responsabilité collective, que je partage avec l'ensemble du mouvement climat, que je rejoins finalement tardivement par rapport à tous ceux qui, depuis 50 ans, essayent de porter le sujet, c'est de réussir à gagner la bataille culturelle qui amènera tout le monde à l'action. Et en fait, à cet endroit-là, on a un paradoxe extrêmement complexe auquel on doit répondre. C'est faire passer cette urgence dramatique qui est face à nous, donc en gros, dramatiser les choses, et en même temps, lutter contre les peurs qui conduisent à l'inaction. Et en fait, c'est extrêmement complexe, parce que si vous dépeignez un monde un avenir qui est trop sombre, et c'est ce qu'il est aujourd'hui, en fait, en face de vous, vous allez rapidement avoir des gens qui vont vous dire, en fait, foutu pour foutu, je vais pas me casser la tête, et il se passera ce qui se passera. Parce que, en fait, c'est tellement complexe, c'est tellement dangereux, c'est tellement noir que on ne sait pas se projeter dans ce monde-là. Et donc, à côté de ça, il faut être capable aussi, et c'est là où on en revient au récit, de raconter ce monde qui pourrait être différent,
et qui nous permettrait peut-être de maintenir l'existence de l'humanité dans des conditions correctes, voire de maintenir tout court l'existence de l'humanité. Sauf que si vous êtes trop bon là-dedans, les gens vont se dire « bon, ça va bien se passer » et vont plus percevoir la nécessité de changer radicalement de modèle et rapidement. Donc en fait, on a à jongler à chaque fois avec ce point d'équilibre entre dramatiser suffisamment et rassurer aussi suffisamment pour ne pas décourager l'action. Voilà, donc c'est un peu avec ce paradoxe-là qu'on essaye de jouer et qu'on est obligé de jouer. Les années, les décennies qui ont précédé étaient beaucoup celles de la dramatisation, et c'est ce qui a permis sans doute de gagner une partie de la bataille culturelle, qui est loin d'être gagnée aujourd'hui dans les actes, mais qui dans les discours, clairement, est en partie gagnée dans les discours. Et donc ça veut dire que le match n'est pas gagné, mais par contre cette bataille-là des discours, elle est en partie gagnée. Et maintenant, il faut trouver la bonne proportion entre continuer à dramatiser pour que les discours deviennent des actes, soit au niveau des grands acteurs systémiques, politiques et économiques, plus qu'au niveau citoyen, parce que ça suivra en fait avec la normativité économique et politique, les citoyens suivront. Si c'est fait de manière intelligente, équitable, etc. Et ne pas décourager tout le monde. C'est très compliqué. Super, merci. On va passer peut-être aux questions avec la salle. Alors, on vous l'a peut-être pas dit, ouais, c'est ce que j'allais dire. Comme ça, enregistré, vous allez peut-être les poser à voix haute, et puis moi, je les répéterai dans le micro pour que ceux qui nous suivent, et ils sont certainement très nombreux, puissent en avoir connaissance. Peut-être dites-nous aussi si elle s'adresse à l'un des deux intervenants ou si voilà, elle se pose aux deux. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, je prends la question sur le storytelling et tu prends les autres. Allez, non, mais vas-y si tu veux. Ouais, je réponds à celle-ci. Bien sûr. Je te laisse. Donc, pour reformuler la question, c'est est-ce que la notion de commun, en fait, c'est pas une manière un peu renouvelée ou modernisée de parler de notions qui sont assez anciennes comme intérêt général ou service public? Oui et non. Oui, dans la philosophie, c'est-à-dire qu'en gros, on parle d'un truc qui est la cause commune, qui embrasse tout le monde et qui concerne tout le monde par définition. Je répondrais non quand même, dans le sens où pour moi, l'émergence de la notion de commun, elle est aussi liée beaucoup à l'ambition de privatisation de ce qu'il y a derrière. Donc, tout ce qu'on appelle les réseaux, les fluides, donc air, eau et autres. Et en fait, ça, c'est propre à notre époque, globalement. Et donc, pour répondre à cet enjeu qui est propre à notre époque, je pense que c'est pertinent d'avoir une notion complémentaire, notamment parce que d'ailleurs, sous le coup de l'impact de la pensée libérale au sens économique du terme, la question d'intérêt général, d'intérêt public, etc., a été très normée, très périmétrée et renvoie plus forcément à ce que les militants de l'intérêt général peuvent désigner. Donc je pense que c'est nécessaire. On est dans le même univers. Je pense que ça renvoie quand même très précisément à notre époque, où le principe même de tout ce qui fait la condition de survie de l'existence et de l'humanité, pardon, c'est potentiellement privatisable. Air, eau, espace, grand fond, etc. Donc, je réponds un peu vite, mais je pense que ça a un intérêt quand même de l'avoir. Et peut-être du coup, pour faire la transition avec la question d'Anne et répondre à une partie de ta question, Anne, je pense que typiquement, investir sur cette notion-là renvoie à la nécessité qu'on a, pour rebondir sur ta question tout à l'heure, des cadres, de construire des nouveaux cadres. Et donc ça se fait forcément sur le temps long. Quand on est sur des cadres qui sont déjà préexistants, on peut se contenter d'envoyer une punchline et ça va faire débat pendant une semaine parce que tout le monde voit de quoi on parle. Quand on essaie de construire un nouveau cadre, en fait, on construit le débat, on essaie de construire un débat qui peut-être arrivera dans plusieurs années. Donc, on a besoin, nous, bien sûr, de construire ce récit sur le long terme et de se dire, bah, aujourd'hui, ça va parler à personne, mais plus ça va infuser et à un moment donné, ça deviendra peut-être un cadre pérenne qui permettra que chacun sache de quoi on parle et que ça, du coup, nourrisse un peu plus large et que ça touche beaucoup plus de personnes.
Oui, mais en réalité, c'est assez. Alors, bon, c'est pas du tout ma spécialité, hein. Moi, je suis pas plume politique, mais c'est intéressant de voir comment justement certaines personnalités politiques s'emparent de certains mots. On a les sorties de route de Macron, mais qui sont un peu toujours. Bon, en tout cas, il s'arrange pour qu'elles soient filmées sur, je sais plus, le pognon. Ou parfois, il dit comme ça, on met un pognon de dingue, une autre, bon, je sais plus. C'est intéressant. Là aussi, bon, bah, c'est de la communication. On se dit, on utilise des mots, et là, on en revient sur les univers de référence, le fait d'utiliser un ou deux mots comme ça pour dire aux gens je fais partie du même univers que vous finalement. Donc ça c'est assez ça fait partie d'une stratégie. Après, dans les discours vraiment prononcés par des élus, oui, effectivement, souvent il y a cette volonté de se distinguer par des mots, comme si finalement employer les mots du commun ou des mots un peu familiers, c'était une forme de décrédibilisation. Mais en réalité, je pense que les choses sont en train de changer. Bon, alors là, on s'éloigne complètement de mon champ d'expertise, hein, je te donne juste mon avis comme ça. On a vu avec, à l'Assemblée nationale arriver tout un renouvellement du corps des députés, notamment avec l'élection de 2017, avec beaucoup de gens issus de la société civile qui ne sortaient pas forcément de Sciences Po, de l'ENA. Et justement, ça avait fait débat, puisque des députés plus à l'ancienne disaient oui, mais les nouveaux, ils arrivent en converse, sans cravate, c'est n'importe quoi. Bon, voilà. Enfin, je pense qu'il y a quand même un renouvellement des codes petit à petit, des personnalités aussi qui se lancent dans la politique, qui font que peut-être dans quelques années, en tout cas, j'espère, hein, le discours politique sera, je le souhaite, je sais pas, enfin, sera plus accessible, en même temps plus accessible. Faut pas que ce soit non plus. Bah, c'est toute la question. Non, mais parfois, d'autres me dire c'est trop simple, c'est plus que c'était. Bon, voilà. Moi, je sais pas. Peut-être en un mot, c'est tout ce qu'il y avait derrière la présidence normale de François Hollande. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Je parle pas de la présidence Hollande, je parle de cette vocation à la normalité. Je sais pas, je serais plutôt tenté de dire non. Je pense que les Français ont assez clairement dit qu'ils étaient encore attachés à cette forme de sacralisation qui passe notamment par la nature du langage qu'on utilise. Et quand on écoute la syntaxe et le vocabulaire des discours politiques d'il y a 50 ans, bon, on a l'impression, pour notre génération, c'est plutôt l'impression d'entendre un vieux prof de français hyper attaché à une forme d'intégrité de la langue. Les choses de fait évoluent là-dessus. Nous, on a l'impression de toute façon, et à juste titre, que les politiques continuent à utiliser un langage qui n'est pas toujours le langage le plus accessible, pour des questions de pouvoir notamment, et de légitimation, et d'identité, etc. N'empêche que si on regarde objectivement sur l'évolution de la langue, il y a eu des bougées quand même importants. Après, je crois que le cœur même de la préservation du pouvoir des mandarins, historiquement, c'était précisément la question de la langue et de l'écrit en particulier, et que c'est un des leviers très clairs de maintien des systèmes de domination. Et c'est pour ça que c'est si dur de toucher à la langue. Vous touchez à la langue, vous touchez aux rapports de force tels qu'ils sont définis. Super, on termine sur des sujets effectivement assez chers aux plumitifs que nous sommes. Merci vraiment, je voudrais vraiment remercier Solène, Jérémy pour leur présence ce matin et pour cette discussion très riche.